Bonjour, nous allons aborder le sujet des contrôles dans le cadre de l'ISO, la norme ISO 9001 et 14001. Voici le sommaire. Les contrôles, vous allez découvrir que les contrôles dans le cadre de la norme ISO, il y en a vraiment beaucoup en fait, dans différents chapitres, que sont les ECME, équipements de contrôle de mesure et d'essai, la maîtrise des processus, les achats, la libération des produits et l'audit interne. J'ai structuré les slides suivants en commençant par ce que dit la norme, en fait, ce que demande la norme dans chacun des chapitres, on va dire. Et puis, la réponse de l'organisme, c'est ce qu'a mis l'entreprise en fonction des exigences de la norme. Alors, voilà une copie du chapitre de la norme concernant les équipements de contrôle de mesure et d'essai, en fait. Donc, vous connaissez comment lire la norme, en fait. À partir du moment où vous avez l'entreprise doit être euh, euh, donc la forme documentée doit être conservée, etc., etc. C'est une obligation. Ça veut dire que l'entreprise doit mettre en place des choses pour pouvoir prouver qu'elle répond aux exigences de la norme. Doit. Concernant les ECME, le chapitre 7.1.5.2, c'est la norme 9001, donc il y a un certain nombre de choses à faire. Et concernant l'ISO 14001, il y a aussi une exigence en termes d'équipement de contrôle et de mesure. L'organisme doit s'assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus de manière appropriée. Donc les principales obligations là concernant les ECME, c'est que il faut contrôler et prouver qu'on a contrôlé les différents appareils de mesure et surtout conserver une preuve de ces contrôles. Alors, donc avant tout contrôle, les équipements de contrôle, mesure et essai doivent être parfaitement fiables et maîtrisés. En effet, ça sert à rien de contrôler quelque chose avec du matériel qui pourrait être faussé sur ces mesures, puisque la mesure serait fausse et puis voilà, ça ne serait pas conforme, on va dire. Sans équipement contrôlé, pas d'assurance d'un poids conforme, d'une granulométrie produit correcte, d'une blancheur produit dans les normes. Donc il y a deux types de contrôle métrologique en entreprise. Le contrôle à usage réglementé, UR. Le contrôle à usage interne, UI. Le contrôle à usage réglementé, c'est tout simplement le contrôle des appareils à usage commercial. Les ponts bascules, les balances, les distributeurs de carburant, etc., etc. Tout ce qui est à usage commercial. Tous ces appareils doivent avoir un carnet métrologique, un contrôle annuel par un organisme agréé et une vignette sur l'appareil certifiant le contrôle. Attention, les organismes de contrôle doivent être certifiés. Vous devez vous en assurer. C'est le rôle du correspondant SQE de s'assurer que les organismes sont certifiés. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle le raccordement COFRAC. COFRAC, c'est Comité français de certification. Tous les organismes agréés de contrôle passent aussi annuellement un examen pour pouvoir être agréés en tant que tel. Donc ça, en audit, on va vous le demander. C'est-à-dire que l'auditeur va vous dire, OK, est-ce que vous vous êtes assuré que la société avec qui vous travaillez pour contrôler vos balances, vos points bascules, etc., est-ce qu'ils sont agréés? Est-ce que leur agrément est toujours valable? De mémoire, l'agrément dure
3 ans, il me semble, 2 ans ou 3 ans. Et donc, il faut toujours pouvoir prouver que l'organisme en question est bien agréé. Voilà, donc le contrôle de usage réglementé, un carnet métrologique, une pastille de contrôle. C'est la même pastille que vous allez retrouver quand vous allez faire votre plein à la station-service du coin. Sur la pompe à essence, vous devez pouvoir voir cette pastille qui dit que l'appareil a bien été contrôlé. C'est la loi. Le contrôle à usage interne. UI, c'est le contrôle des appareils à usage non commercial. Appareils de contrôle interne, de process, etc. Pour cela, pas besoin de carnet métrologique, pas de vignette, mais un contrôle annuel par organisme agréé ou interne et une traçabilité. Pour tous ces équipements, une traçabilité obligatoire, les IVE et enregistrement. Alors, IVE, instruction de vérification et d'étalonnage. Pour tous les contrôles d'équipement, de mesure et d'essai, je dois écrire une procédure ou instruction qui explique de quelle manière je vais vérifier mes appareils. Donc ce sont les documents qui précisent la méthode de contrôle des appareils. Par exemple, pour les balances, l'exemple chez nous, ça c'est extrait de l'IVE, instruction de vérification et étalonnage des balances. On y indique si c'est de la vérification ou de l'étalonnage, la fréquence, ici, les acteurs, qui fait quoi, hein, ici c'est en interne ou en externe, les moyens, et puis les étalons si objet. Ensuite, nous avons les fiches de vie appareil. Chaque appareil, vous voyez ici, ça concerne une balance de marque Sartorius, de numéro de série X. En fait, c'est très précis en fait. Hein. Et puis, c'est une fiche de vie. Il y a tout ce qui s'est passé sur cet appareil de manière c'est une fiche de vie en fait, hein, à savoir si elle a bien été contrôlée, si c'est de l'interne, ça c'est de l'interne, de l'externe, société PIO, quand, etc. Et puis, prochaine intervention, on a vraiment une fiche de vie de l'appareil. Tout ça après est compilé dans une liste globale des équipements de labo-contrôle en fait. Hein. Voilà, donc les balances avec leur numéro de série, etc. La société qui contrôle ces appareils, qui est responsable de tout ça, le numéro de contrat si objet, la fréquence, et puis où est-ce qu'on trouve ces appareils? Ça peut très bien être en production ou au laboratoire, et puis la date de la dernière vérification de l'appareil. Liste des équipements. Et enfin, on a, ça c'est aussi obligatoire et c'est un enregistrement qualité, le procès verbal de contrôle, par exemple des balances, mais c'est pareil pour les bascules, etc., de l'organisme extérieur, PIO en l'occurrence, qui a fait ses contrôles et puis qui finit par délivrer ici la conformité de l'appareil. C'est quelque chose à conserver et à pouvoir présenter au cours des audits. Alors, pour mettre en œuvre les équipements de contrôle de mesure et d'essai, du matériel et du personnel. Nous l'avons déjà dit, pour contrôler le produit, il nous faut des équipements fiables et performants, mais aussi, de même, il nous faut du personnel formé à l'utilisation du matériel et totalement indépendant. Le personnel de notre laboratoire de contrôle est sous la hiérarchie directe du directeur de site. Le labo délivre les résultats de ses contrôles en totale indépendance.
Le laboratoire, chez nous, en fait, a deux missions principales. Le pilotage de la conformité produit en process de la carrière au produit fini et la délivrance de la conformité finale des produits. Alors, équipement de contrôle de mesure et d'essai, en résumé, le parfait contrôle des équipements de contrôle de mesure et d'essai est indispensable dans un système SQE maîtrisé car les services de l'État ont autorité pour stopper l'activité en cas de défaillance grave. Exemple, si j'ai un client qui se plaint du poids de la marchandise reçue, il peut, dans l'absolu, saisir le service des douanes ou de l'État qui, s'ils viennent en entreprise, ils peuvent faire arrêter l'usine pour vérifier que nos pots bascules sont bien contrôlés et s'il n'y a pas fraude en fait, hein, fraude sur le... Parce que là on parle bien de l'usage réglementé, donc on fait du commerce, donc il faut que nos appareils soient totalement fiables. Sinon, c'est du vol. Enfin, en cas de réclamation client, c'est la première chose qu'il faudra prouver. C'est-à-dire que le client va me dire, moi je trouve 19 tonnes 500 et vous annoncez 20 tonnes. Ben, non, monsieur, voici le ticket de pesée de notre pont bascule et notre pont bascule, voici la preuve qu'il a été vérifié et qu'il est conforme. Si je ne peux pas faire ça, je suis dans la fraude. Enfin, ce qu'il faut retenir aussi sur ce sujet-là, c'est bien le service SQE, c'est-à-dire vous, hein, qui êtes en charge du parfait contrôle des équipements de contrôle de mesure et d'essai. Ça veut dire que en cas d'audit, s'il y a un problème, l'auditeur ne va pas s'en prendre aux responsables de production ou de l'administration des ventes. Il va vous dire, mais c'est votre job à vous de vérifier au moins que le contrôle a bien été effectué. Et si c'est pas fait, c'est de votre faute. C'est à vous qu'il va s'en prendre. Alors, tout ce qui est la partie processus, ben c'est pareil, on retrouve hein, notre norme qui donne des obligations, doit planifier, etc. etc. Et ça va même jusque la partie achat avec le 8.4, hein, le processus externalisé maîtrisé. Donc, de l'entreprise, c'est de dire que l'approche processus est incontournable en entreprise. L'ensemble des process d'obtention du produit est découpé en séquences opérationnelles appelées processus. Rappel, un processus, ce sont des éléments d'entrée, un déroulé, des éléments de sortie avec une notion de valeur ajoutée. Chaque processus comporte une finalité, un pilote, un ou des risques identifiés et des interactions avec les autres processus. Donc chez nous, le process part de l'extraction en carrière, passe par du tri, par criblage, par séparation, etc., délayage, bassin de décantation, et on entame ici la concentration du produit, décantation, filtration, séchage, et termine par le conditionnement. Hein. On s'achage pour les produits en morceaux, broyage pour mettre des produits en poudre, suivant les marchés, puis conditionnement, expédition vers le client. Voici la cartographie de nos processus. Donc nous avons au centre le processus de réalisation, tout ça c'est la prod, réaliser le produit, extraire, transformer, expédier. Et dans le processus de réalisation est inclus le processus administration des ventes qui, pour nous, est un processus de réalisation. Autour, nous avons en violet les processus support, que sont la partie RH,
ressources humaines avec la formation, les habilitations, etc., que sont acheter, la fonction achat, gérer les fournisseurs et les transporteurs, maintenir, c'est la maintenance, en fait, hein, l'atelier de maintenance qui maintient l'outil. Et puis, contrôler, c'est le laboratoire qui est indispensable chez nous. Donc, support, RH, achat, maintenance, contrôle, laboratoire. Ensuite, vous avez le processus de pilotage. Alors, nous avons mesurer la satisfaction du client. Nous avons piloté l'amélioration. Ça, typiquement, c'est le service SQE, hein, toute la partie audit, action corrective, préventive, gestion documentaire, etc. C'est vraiment le système. Nous avons le processus communiqué. Et nous avons le processus manager l'entreprise. Ça, c'est la direction qui fixe les objectifs, la politique, la stratégie, qui donne les ressources et qui prévoit le développement, en fait. Hein. Donc voilà la cartographie des processus, avec certains processus qui sont externalisés, qu'on voit ici, ou semi-externalisés. Par exemple, on n'a pas de service propre en géologie, mais on peut faire appel à un service central géologie qui est au niveau du groupe. Pareil, au niveau du customer service, en fait, on peut s'appuyer, l'ADV s'appuie sur le customer service qui est centralisé. C'est lui qui fait la relation avec le customer service central. La veille réglementaire chez nous, c'est une veille réglementaire groupe en fait. Hein. Donc on la spécifie pour nous, mais on s'appuie sur une veille réglementaire au niveau du groupe, avec un système informatique qui concerne l'ensemble des sites d'Imeris en France. Si on a besoin de concevoir, on ne conçoit pas de nouveaux produits chez nous. Nos produits sont bien établis, mais ça peut arriver d'avoir à développer des nouveaux produits. On s'appuie sur un laboratoire qui est à Limoges. Pour ce qui est de la partie commerciale, et c'est écouter le marché, voilà, Imeris, c'est un groupe de 18 000 personnes, 18 500 personnes à travers le monde, donc en fait c'est quelque chose d'assez énorme. On s'appuie sur le service commercial en place. Et puis aussi, comme vous le savez, les audits internes du système qualité et environnement, c'est pas moi qui peux auditer, juger de la manière dont je travaille tout seul, donc je fais appel à des auditeurs d'autres sites en fait. Hein. Et moi, je rends l'appareil aussi sur d'autres sites, c'est-à-dire je vais vérifier si le responsable SQE fait son job ou pas. En gros, c'est ça. Et ici, vous avez les différentes interactions entre les processus. Tout ça sous le principe d'amélioration continue, sous PDCA. Pour chaque processus, c'est très classique, hein, surtout les processus de performance. On a des KPI, hein, Key Product Index, en fait, hein, qui en fait, avec des objectifs ici par processus, hein, et puis le réaliser à un instant T pour une année T, en fait, hein, où on prend le KPI, l'indicateur le plus performant pour un processus donné. Par exemple, voilà, administration des ventes, pour nous, le KPI le plus pertinent, c'est le respect du délai de livraison. Pour la maintenance, ça tombe sous le sens, c'est le taux de panne machine. Pour acheter, les achats, c'est le suivi des réclamations fournisseurs en nombre, en fait. Hein. Pour les RH, ben, c'est le pourcentage de réalisation du plan de formation, etc., etc. Donc voilà un exemple de processus, hein, c'est celui de contrôler, donc du laboratoire de contrôle. Nous avons un certain nombre d'éléments d'entrée, nous avons un déroulé,
Et nous avons un certain nombre d'éléments de sortie. Et comme demandé par la norme, nous avons une finalité du processus. Là, en l'occurrence, c'est vérifier, valider la conformité des spécifications produits. Nous avons un pilote du processus désigné, responsable laboratoire. Risque identifié du processus, eh bien, on le retrouve non-fiabilité du matériel de contrôle. Hein, parce que là, on peut contrôler tout ce qu'on veut, mais sur du matériel qui n'est pas conforme, c'est même pas la peine. Ça sert à rien. Et puis après, interaction avec les autres processus. Bon, ça, le laboratoire a des interactions avec pratiquement tous les autres processus, en fait. Hein. D'accord? Alors, le rôle du laboratoire dans le processus contrôle, ben, deux missions principales pour le laboratoire. Piloter les process de production de la carrière jusqu'au produit fini. C'est-à-dire que c'est le laboratoire qui tous les jours fait des analyses, dit attention, on est trop fort en fer, ou on n'est pas bon en blancheur, ce qui permet à la production et à la carrière de réagir et d'apporter des produits plus blancs ou plus conformes en fer, etc. Tout ça de manière à pouvoir arriver au bout du compte avec un produit qui soit conforme dans nos spécifications. Donc là, le laboratoire a bien son rôle de pilotage en fait. Donc cela permet de corriger au fur et à mesure les dérives pour revenir dans les spécifications. Et le deuxième rôle, c'est de délivrer la conformité finale des produits finis. C'est la délivrance des COA, Certificate of Analysis, et des CC, Certificats de conformité. Le rôle de la production dans le processus contrôle, il y a des contrôles en permanence en production, à fréquence établie, semaine, jour, heure, voire plus. Des prises d'échantillons et contrôles sont effectués. Cela permet de corriger au fur et à mesure les dérives pour revenir dans les spécifications. Pareil que pour le laboratoire, mais au niveau de la production. Les produits sont analysés soit directement en production, soit acheminés au laboratoire, suivant le contrôle. Et bien évidemment, les équipements de contrôle de mesure et d'essai de production sont corrélés avec le laboratoire à fréquence définie, c'est-à-dire que de manière à une fréquence préétablie, on pèse un truc on pèse un produit précis au niveau du laboratoire sur une balance et on pèse le même produit en production pour voir s'il y a un écart ou pas, quoi, si les appareils sont corrélés. Alors, comme pour les équipements de contrôle de mesure et d'essai, une traçabilité indispensable concernant les processus. Contrôle de chaque produit en production et au laboratoire est tracé sur un enregistrement et compilé sur un tableur pour produire en final des statistiques produits. Ça, chez nous, ça nous permet de voir sur une spécification, je prends au hasard le taux de fer par exemple, et je me rends compte que tous les contrôles que je fais dans l'année, mon gisement il est en train de dériver, il est en train d'augmenter ou de baisser en fer. C'est ce qu'on appelle les contrôles statistiques produits annuels, ce qui permet de rectifier la spécification pour dire le taux de fer, la fourchette de taux de fer se situe entre ça et ça. Voilà ce que je peux garantir. Ça sert à ça. Donc cela permet de mettre à jour nos spécifications de manière annuelle. Pour chaque produit, il existe ce qu'on appelle une flowchart. Flowchart, c'est la description du process d'obtention d'un produit, du début jusqu'au produit fini, avec les contrôles associés. Donc voilà un exemple d'un enregistrement de contrôle en production, c'est le contrôle humidité des séchoirs en fait, hein, où à fréquence définie, voilà, lors de chaque stockage, les fourchettes dans lesquelles ils doivent se situer, hein, et puis s'ils ne se situent pas, ils doivent réagir sur l'outil de production, c'est-à-dire augmenter la chauffe, c'est-à-dire la chaleur pour sécher, ou la densité du produit sur le passage de la bande, etc., de manière à revenir dans les spécifications
constamment. Ça, c'est une flowchart, hein, vous voyez, du début jusqu'au produit fini, avec les différents contrôles qu'on fait à chaque stade. Et puis, en fait, en noir, c'est des contrôles indicatifs. Et puis, plus on va vers la fin, plus ça devient des contrôles en rouge qui sont donc des contrôles garantis, des spécifications garanties. Oui. Alors, en résumé, maîtrise des processus. Alors, l'approche processus en entreprise ISO est incontournable. C'est-à-dire que l'auditeur va beaucoup insister sur le sujet pour voir si vous êtes vraiment en approche ISO ou pas. Ça, c'est quelque chose donc de très important. C'est le moyen de surveillance et d'amélioration du système par excellence. Et les organismes de certification sont très regardants sur le sujet. Enfin, c'est le service SQE, c'est-à-dire vous, hein, qui avez un rôle indispensable dans le management de l'approche processus. La mise à jour, la cohérence terrain, le documentaire, et aussi la promotion de l'approche processus, c'est-à-dire aller vers les chefs de service pour leur dire tu dois raisonner en approche processus, hein, le plus possible. Puisqu'en fait, ça sert à déceler la faille dans un processus donné. Le chef de service doit connaître parfaitement son processus, de manière à dire, je sais que là, j'ai ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, c'est-à-dire un risque important, parce que j'ai X% de ma pollution qui passe par là, et que c'est une faille, parce que si ça tombe en panne, eh ben, on va être coincé. Donc, on va essayer de trouver le moyen de contourner ce risque, en fait. Hein. Ok. Donc, la partie achat, là, c'est pareil. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exigences en termes de contrôle au niveau des achats. Hein, donc, ce sont les produits et services. Produits et services, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas que le produit fini, c'est aussi le service fourni par des prestataires externes. Donc là, on doit faire un certain nombre de contrôles, on va le voir après, hein, à réception, à utilisation, etc., etc. Mais avant ça, on doit aussi s'assurer que le fournisseur est fiable. Hein, et puis, on doit aussi évaluer nos fournisseurs, et, les sélectionner, les évaluer de manière annuelle, de manière à voir s'ils répondent à notre demande, en fait, hein, à notre exigence. Alors, il faut contrôler pour maîtriser ces achats ayant un impact sur la qualité du produit ou du service. Tout d'abord, définir ce qui est sensible du point de vue qualité ou service. Je m'explique, c'est que si j'ai mon fournisseur de stylo bille qui est déficient, je ne vais pas rater ma production pour autant. Par contre, j'ai mon fournisseur de fuel pour mes engins de carrière qui est déficient, là, j'arrête ma production. Pour moi, le fournisseur de fuel est sensible, puisque j'ai un impact direct sur la production de l'usine. Le gars qui fournit des stylos billes, j'en ai un qui est pas bon, ben j'en ai plein d'autres derrière où je peux me servir. Donc c'est pas sensible du point de vue qualité ou service. J'ai un transporteur, j'ai un sous-traitant paysagiste qui vient me faire les travaux chez moi. C'est pour faire joli. Le jour il est déficient, c'est moins joli, mais j'arrête pas ma production. J'ai un transporteur, au contraire, qui est fiable, qui me sert chez des clients espagnols ou autres, et il est déficient pour une raison ou pour une autre. Là, c'est sensible, puisqu'en fait, il y a un impact sur le service, en fait. Hein. Mais voilà, donc à chaque fois, il faut avoir un raisonnement pour dire qu'est-ce qui est sensible du point de vue qualité ou service.
Ensuite, il faut établir des spécifications achats et les valider avec les fournisseurs. Alors, les spécifications achats, on va en parler après. C'est une chose importante. Et puis ensuite, il faut contrôler, en fait, la norme demande, contrôler la conformité des produits ou services à réception et ou à utilisation. On va y revenir. Et enfin, il faut évaluer les performances des fournisseurs. Ça, c'est... on peut travailler en confiance, mais il faut toujours évaluer pour voir si ça ne se dégrade pas. Hein. Il peut y avoir des changements de personnel, des changements de périmètre, etc. Ce qui fait qu'un fournisseur devient moins bon. Alors pour ça, il y a tout un tas de documents qu'on peut avoir. Hein. Par exemple, les fiches de renseignement fournisseurs où on cherche à savoir s'ils ont démarré une démarche ISO, hein, etc. Enfin, entre autres, hein, renseignement. Ensuite, il faut établir ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la liste des pièces sensibles, en fait, hein, c'est-à-dire des achats sensibles, en fait. Hein, ça peut être des achats de production, en fait, hein, de différents produits, mais aussi des pièces mécaniques, différentes choses comme ça, en fait, hein, qui sont sensibles. Vous voyez, la métrologie, par exemple, c'est, pour moi, prestation de contrôle métrologique, c'est du sensible, parce que si c'est mal fait, on l'a dit au début, au niveau des équipements de contrôle de mesure et d'essai, ça peut avoir des conséquences importantes. Et enfin, il faut faire des fiches de spécification achat. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. Pour imager ça, je commande des palettes qui font 1,20 m par 80 cm. Ok, donc palette 1,20 m par 80 cm. Si je spécifie pas que je veux qu'elle soit en épicéa, qui est une sorte de pain qui est plus costaud en fait, hein. Si je dis pas qu'il me faut une palette pardon de 1200 par 800 avec 7 planches sur le dessus du plancher, le jour où il va me livrer avec 4 planches avec des trous entre les lattes énormes, je vais dire mais c'est pas ça du tout. Il va me dire mais vous m'avez commandé des palettes 1200 par 800. Moi j'ai respecté ce que vous m'avez demandé. Il faut être donc le plus précis possible en fait dans la définition des spécifications achat et les faire signer. Parce que le jour où il y a un problème comme ça, on ressort notre fiche, on dit monsieur, c'est pas ça que j'ai commandé. Là, c'est le cas d'un sac, un sac d'emballage en fait, hein, où vous voyez par exemple, il y a un premier pli qui fait 80 grammes du mètre au niveau du grammage, 80 grammes en fait, hein. Et puis un deuxième qui fait 80 grammes aussi. Le jour où j'ai une réclamation parce que mes sacs ils pètent chez le client, si j'arrive à prouver que les sacs ils font pas 80 grammes mais plus que 50 grammes pour des raisons d'économie, je peux le dire, monsieur, on est en dehors du cahier des charges. Et moi, je ne marche pas. Si je ne l'ai pas écrit avant, je ne peux pas le faire. Ensuite, vous avez la grille d'évaluation d'achat, en fait, hein, annuelle, où on trouve là, c'est un fournisseur de palettes, en fait, hein. Il m'a fait 12 livraisons dans l'année. Pour lui, tout va bien, hein, RAS, hein, il s'appelle Aprobois. Il m'a fait 12 livraisons, une par mois. J'ai pas eu aucun problème. Il a respecté les délais, la qualité de produit à réception était bonne, la qualité de produit à utilisation était bonne, etc., etc. Pas de problème lié à la sécurité ni à l'environnement, pas de réclamation, tout va bien. Donc on lui envoie de manière annuelle un courrier pour lui dire où est-ce qu'il se situe et puis qu'il continue comme ça si tout va bien. Et que si ça va pas bien, on va se séparer de lui. C'est ce qu'on appelle l'évaluation fournisseur.
Alors, le contrôle du service, il y a en plus des obligations normatives et réglementaires à la fois. Donc, il faut vous assurer de l'inscription au registre du commerce de vos transporteurs. Obligation réglementaire, ça c'est obligatoire, il faut le faire. Il faut établir des spécifications achats, cahier des charges, protocole sécurité, permis de travail. Et il faut contrôler la conformité du service en continu. C'est-à-dire que s'assurer est-ce qu'il a livré en temps et en heure prévu, etc. Et dans quelles conditions, etc. Mais ça se fait en continu. Et puis enfin, annuellement, il faut contrôler la performance des fournisseurs. Donc voici un exemple de licence, inscription au registre de commerce ou licence communautaire en fait, hein, pour un transporteur. De manière régulière, une fois par an, on leur demande de nous envoyer une copie de ce document. Pareil, les protocoles de sécurité, ça c'est sous-traitant ou transporteur, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous voyez que ça fait référence à des obligations du Code du travail, hein, R4511, voilà. Hein, donc là, c'est obligatoire. Là, on est dans le réglementaire. C'est même pas du normatif, c'est du réglementaire. Et voilà une grille d'évaluation d'achat de transport. Hein, ça reprend à peu près la même chose. Hein, délai de livraison, la propreté, certificat de lavage, adéquation du matériel, etc. Alors, les achats en résumé. Je répète, vous devez créer et suivre vos propres spécifications. Achat, c'est une obligation et c'est le moyen de maîtriser vos achats. L'évaluation des fournisseurs est le moyen de se souvenir des événements. Le temps passe vite. Et si les événements ne sont pas tracés, exemple, je fais mon évaluation en général au mois de décembre, voire janvier, pour l'année qui vient de se passer. Si j'ai pas tracé que tel transporteur, il est arrivé un jour en retard en livraison chez le client, eh ben j'aurais tout oublié si je ne l'ai pas marqué quelque part, hein, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, il y a tellement d'événements en entreprise que... Donc il faut tracer au fur et à mesure les événements. Alors les achats génèrent une gestion documentaire très importante et on vous retrouve encore, le responsable HSQE en est l'acteur principal. Parce que c'est les gens dans les services, ils ont plein de choses à faire, etc. Donc c'est quand même à vous d'être un peu la mémoire de ce qui s'est passé en fait. Hein. C'est-à-dire de pouvoir dire, voilà, par exemple, les retards, les choses comme ça, bah, il faut les tracer ou les faire tracer, mais vérifier que c'est bien fait en fait. Et ça c'est vous. D'accord? Alors, la partie libération des produits, ben, là aussi, hein, l'organisme doit mettre en œuvre des dispositions planifiées aux étapes appropriées. La libération des produits et services aux clients ne doit pas être effectuée avant l'exécution satisfaisante de toutes les dispositions planifiées. Et l'organisme doit conserver les informations documentées concernant la libération des produits et services. Et les informations documentées doivent comprendre des preuves de la conformité aux critères d'accréditation, bien sûr. Et puis une petite phrase qui n'est pas anodine, la traçabilité jusque là où les personnes ayant autorisé la libération. C'est-à-dire le client, il doit avoir sur le certificat d'analyse, on le verra plus tard, un nom de contact de la personne qui a déclaré que ce produit était conforme. Donc la libération des produits, c'est un acte qui engage l'entreprise. Le laboratoire contrôle, puis délivre ou non la conformité du produit. Le labo émet un enregistrement vers la pollution pour autoriser la libération des produits. La pollution indique physiquement la conformité du produit. Le produit peut partir vers le client. En effet, chez nous, on travaille en 3-8, donc en fait, il y a des équipes qui se succèdent, pas les mêmes personnes. Donc à tout moment, on ne peut pas avoir de doute, il faut savoir si le produit qui est stocké dans telle rangée, il est conforme ou il n'est pas conforme. Donc voilà un exemple
de fiche de contrôle d'un produit, en fait, hein. C'est un produit c'est un Mica, en fait, hein, qui s'appelle le MU 247. Il y a les différentes spécifications, le contrôle qui a été effectué, la méthode d'analyse utilisée et le tonnage, hein, 16 tonnes 8. Hein. Et là, c'est le fameux document qui retourne en production à J+1, qui donne les produits, le numéro de lot et le OK du laboratoire, en fait. Hein. Le laboratoire signe ici, il dit que le lot 217-1B de 1C, qui est un kaolin, est conforme. À partir de ce moment-là, c'est la fiche de libération produit. Le produit peut partir vers la clientèle. Le certificat de conformité et le certificat d'analyse. Donc, la petite nuance, c'est que le certificat de conformité indique que le lot du produit en question est conforme, qu'il se situe dans les fourchettes de spécification, entre X et X de taux de fer, par exemple. Hein. On dit taux de fer inférieur à 1%, par exemple. Donc, le produit, il est bien inférieur à 1%. COA, lui, il est plus précis. Il mentionne les valeurs exactes trouvées lors de l'analyse. Il ne va pas dire il est inférieur à 1%, mais il est précisément de 0,6%. C'est plus précis. Tous les lots livrés font l'objet soit d'un CC, soit d'un COA. Alors, le fameux certificat d'analyse, qui est conforme à ce que demande la norme, où vous avez donc le produit en clair, le numéro de lot, les spécifications qui sont ici, le type d'analyse qu'on a fait dessus, le contrôle, ce qu'on a trouvé comme valeur. Donc, si c'est des valeurs I indicatives ou des valeurs G garanties, la méthode d'analyse utilisée et enfin la traçabilité qui nous amène jusqu'à la personne qui a délivré, là où les personnes qui ont délivré le COA. Là, on est conforme à ce que demande la norme. Alors, donc le CC et COA, ces documents listent le type d'analyse, les spécifications, les résultats trouvés, les méthodes d'analyse qui font foi, indiquent le type de produit, le numéro de lot, ainsi que la traçabilité jusqu'aux personnes qui ont libéré le produit, c'est ce qu'on disait, ça c'est une exigence de la norme. Il ne faut pas l'oublier. Alors, la référence aux méthodes d'analyse est indispensable en cas de contestation. Alors, en résumé, vous devez verrouiller vos documents afin de ne rien laisser au hasard pour éviter les contestations. Voilà, si j'ai une réclamation client sur, je ne sais pas, une blancheur produit, qui va me dire, ou je ne sais pas moi, un taux de fer, allez, j'aime bien le taux de fer, on reprend, un taux de fer, moi j'annonce un taux de fer inférieur à 1%. Lui il me dit, ouais, j'ai contrôlé le produit, il est à 1,5 ou 2%. Ah bon, je dis, ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On revérifie le lot en question par rapport à la souche échantillon qu'on a conservé. Et puis on lui dit non monsieur, ben, on l'a recontrôlé, il est à 0,8 ou 0,9%, il est donc inférieur à 1%. Et celui il dit bah non mais moi j'ai trouvé ça. Mais on lui dit mais monsieur, c'est par rapport à notre méthode d'analyse qu'il faut utiliser, c'est elle qui fait foi. C'est pas la méthode du client. Si je ne l'ai pas écrit avant, il peut très bien dire, mais votre méthode, moi je m'en fous, c'est la mienne qui compte. Non, non, il faut dire, moi je contrôle des produits par rapport à ma méthode d'analyse, et c'est elle qui fait foi en cas de litige commercial. Donc il faut rien laisser au hasard, faut y penser avant. Alors, ça c'est un petit rappel, dans le système, vous devez vous assurer de la parfaite impartialité des contrôleurs produits et services, mais ça, il n'y a pas de souci, ça s'appelle la conscience professionnelle, mais il faut la mesurer aussi.
Et enfin, en cas de non-conformité produit ou service, la demande de dérogation est un moyen prévu par la norme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'ai mon produit, il n'est pas inférieur à 1% de fer, il est à 1,2% de fer. Mais il me reste sur les bras. Qu'est-ce que je fais? Je cible un client normalement je sais à peu près que le taux de fer n'est pas important pour lui, mais des fois je ne le sais pas, mais enfin, et je lui dis, monsieur, bah, j'ai à l'eau là, il est à 1,2% de fer. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter ou pas? Je suis transparent avec lui, hein, je ne triche pas. Et lui, il me dit, bah, moi, le taux de fer ne me dérange pas, je vous le prends. Peut-être que, bien sûr, certes, il va demander une remise commerciale, d'ailleurs, une petite remise, une ristourne ou un truc comme ça. Mais moi, c'est gagnant-gagnant, moi, je me débarrasse quand même de mon produit. Et ça, c'est bien prévu par la norme. La demande de dérogation, hein, on a beau être champion du monde, on fait tous des erreurs. Enfin, il y a tout le temps des problèmes au niveau. Enfin, tout le temps, le moins possible, mais ça peut arriver d'avoir des problèmes hein, aussi. Hein, des problèmes par exemple, de produits en sachet en sac alors qu'ils auraient dû être mis en big bag ou en big bag au lieu du sac. Ben, on appelle le client, on dit ben, j'ai bien votre produit. Et le produit d'un point de vue qualité est tout à fait conforme, mais il n'est pas dans l'emballage habituel. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter ou pas? Bien souvent, ça passe. Hein. Le tout, c'est d'être transparent et de faire une demande en bonne et due forme, c'est-à-dire une demande tracée sur un document bien précis. Et ça, la norme l'accepte tout à fait. Le prévoit même, en fait. Alors, les audits internes. Donc, ce que dit la norme, en fait, hein, l'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management de la qualité est conforme donc à différentes choses, hein, aux exigences de la présente norme internationale, euh, tenu à jour, mis en œuvre de manière efficace. Donc l'organisme doit planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit couvrant notamment la fréquence, les méthodes, la responsabilité. Et puis les programmes d'audit doivent tenir compte de l'importance des processus concernés. Ah, ça, je vais vous expliquer plus loin ce que ça veut dire. Donc voilà, donc là aussi, ça demande aussi que ce soit documenté, information documentée, hein, comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit. On est toujours dans les contrôles dans le cadre de l'ISO. D'accord? La réponse de l'organisme. Vous devez réaliser des audits internes pour vérifier la conformité du système. Pour cela, établir un planning prévisionnel d'audit en fonction de la criticité et l'organisation des processus. Ça veut dire quoi ça? C'est une évolution de la norme. Avant, il fallait systématiquement et bêtement faire des audits, passer sur tous les processus une fois par an. Après, la norme a été un peu plus intelligente. Elle a dit, vous devez établir un planning prévisionnel d'audit en fonction de la criticité et l'organisation des processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai, par exemple, un processus carrière qui me génère zéro réclamation client parce que, par définition, assez loin du produit fini, en fait. Hein. Et j'ai en face un processus en sachage qui, lui, me génère 80% ou 90% de mes réclamations parce qu'il est tout près du client et que derrière lui, la moindre bêtise se traduit en réclamation. Et ben, je peux dire, je vais passer une fois tous les 3 ans sur le service carrière. Et par contre, je vais faire 2 ou 3 audits sur le service en sachage par an parce que c'est lui qui me génère le plus de réclamations. Voilà, c'est en fonction de la criticité. Donc, il faut établir un planning prévisionnel, mais aussi établir un plan d'audit
qui indique les sujets que vous voulez aborder, créneaux horaires, et le communiquer, l'auditer avant l'audit, dans un délai raisonnable. Après, vous devez faire l'audit en respectant l'horaire et le plan. Éviter les questions fermées, toujours demander des preuves des affirmations. Donc en gros, là, ce que je veux dire, c'est que pour que ça se déroule bien, il ne faut pas prendre les gens en traître. Les gens, ils ont tous leur boulot, etc. Donc un audit, il ne faut pas que ça... Si je dis, je vais te prendre 1 heure de ton temps, tu es d'accord? Déjà, un audit, c'est une négociation, en fait, hein. Donc avant de négocier, on dit, voilà les règles du jeu. Je te propose mardi 13 un audit de 11 à 12, ça te va? Ouais, je préférais 14 à 15 heures. Ok, je me plie, on fait à 14 heures à 15 heures. Mais seulement, je respecte le temps. Je vais pas. Déjà, j'arrive à l'heure. Hein, j'arrive à 14 heures et à 15 heures, je plie. Voilà, c'est bon. C'est parce que lui, il a autre chose à faire. Et si tu commences à lui rallonger son temps, il va pas trouver son compte en fait. C'est-à-dire que plus tu seras respectueux de son job et de son temps, etc., mieux ça se passera le coup d'après. Parce que le coup d'après, il va dire, bon, j'ai un audit, c'est pas toujours intéressant, mais il faut le faire, hein. Et puis de toute façon, par expérience, je sais que c'est 1 heure, et puis voilà. Je sais avant qu'est-ce que je veux voir, de quoi on va parler. Et j'étais prévenu une semaine à l'avance, ça va, hein, et j'ai accepté. Donc voilà, c'est une négociation, hein. Et puis enfin, toujours demander des preuves des affirmations, ça c'est important, hein. C'est que, bon, t'as bien fait des protocoles de sécurité à tes transporteurs. Oui, ok, tu peux me montrer? Parce que oui, c'est bien, mais il faut des preuves. Voilà. Alors, donc ça c'est plutôt du ressort du conseil, hein. Moi, je conseille de valider les observations au fur et à mesure avec l'audité et récapituler avec lui en fin d'audit. C'est-à-dire que au cours d'audit, on dit, bah, toi là c'est pas tout à fait bien, hein. Dès que je le sens, quoi. Et puis à la fin, on dit, voilà, bah, moi j'ai relevé 3 ou 4 choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il manquait ci, il manquait ça, il manquait ci, il manquait ça. C'est une négociation en fait, hein. C'est que s'il dit, bah oui, oui, je reconnais que là, je suis pas tout à fait clair dans ce document ou ça, ben voilà, il l'a validé en fait, hein. Et un autre conseil, c'est faire le rapport d'audit le plus rapidement possible. Le diffuser à la direction et aux services concernés, bien sûr. Parce qu'en fait, si on tarde trop, moi ça m'est déjà arrivé de faire un audit et puis prendre des notes pourtant, hein, et de faire le rapport avec une semaine ou 10 jours de décalage, je me dis mais qu'est-ce que j'ai voulu dire, enfin précisément qu'est-ce qu'on a voulu dire par là, quoi, en fait, hein. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus vite possible. Et forcément intégrer les observations dans un plan d'audit et puis faire un suivi. Faire un planning de réalisation des audits et qui doit être intégré dans la revue de direction. Voilà, par exemple, le tableau du haut, c'est un planning prévisionnel en fait des audits avec une priorité et puis des critères pour évaluer cette criticité. Est-ce qu'il y a eu un changement d'organisation dans le service? Et la sensibilité du service, ça c'est directement si ça génère beaucoup de réclamations ou pas. Et donc de là, on définit une priorité. Et puis on fait une prévision. Et après, en dessous, c'est le réel, le réalisé en fait, hein. Hein, il était prévu là 1er octobre et puis en fait, si c'était pas mal. Le- il y a eu le 6 octobre en fait, hein. Voilà. Et ça doit se retrouver au niveau de la revue de direction. Et puis enfin, établir un rapport d'audit, hein, qui explique tous les écarts qu'on a pu trouver et qui fasse une récap en fait, hein, de l'audit.
Alors, la réalisation du programme d'audit interne est le moyen le plus sûr de vérifier la parfaite conformité d'un système. Ça, il y a pas d'autre moyen, hein. C'est bien d'aller sur le terrain et de discuter avec les gens et puis pour voir si ça, il y a des dérive ou pas, quoi, hein. Et ça, je préfère vous prévenir, cet aspect est fortement analysé lors des audits de certification ou de suivi par les auditeurs externes, en fait, hein. Ils regardent vraiment si ça a été fait sérieusement, si ça, etc., etc. Et puis enfin, un petit conseil, il faut toujours relever dans le rapport d'audit des points forts et des points d'effort aussi, hein. C'est-à-dire il faut savoir encourager les gens, hein. Il faut savoir leur dire, bah, tu vois, ce qui est bien, c'est tel truc, etc. Par contre, là, il y a un petit point d'effort ou là, il y a un point d'amélioration, etc. Mais ne pas oublier les points forts, en fait, hein. Et enfin, ben, vous ne pouvez pas auditer ce dont vous avez la responsabilité directe, ça serait trop facile. Et dans ce cas-là, faites appel à un auditeur externe. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, je ne peux pas faire l'audit du système SQE, c'est-à-dire ce qui est de mon ressort direct, ben, c'est organiser le- la revue de direction, faire mon programme d'audit, de suivre l'amélioration continue, etc. C'est pas, c'est pas mon pouvoir de juger si je le fais bien ou pas bien. C'est logique. Donc dans ce cas-là, ben, il faut créer un réseau en fait, hein, d'auditeurs, d'autres boîtes, etc. Et puis leur demander de venir auditer son système. Et puis après, rendre l'appareil. Moi, c'est ce que je fais aussi, hein, c'est que je vais auditer sur les sites, et puis les responsables SQE des autres sites viennent sur mon site pour auditer mon système. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention, et puis ben, toutes les questions sont bienvenues. Merci.